Salut Pierre. Salut Marie-Juliette. Pierre, nous, en France, on connaît surtout l'Albatros grâce au poème de Charles Baudelaire. C'est un poème qu'on retrouve dans le recueil Les Fleurs du Mal, qui a été publié en 1867. Il a été inachevé, c'était l'année de sa mort. Je voulais savoir si tu pouvais un peu nous raconter ce poème incontournable de la littérature française, ou même nous lire un passage. Oui, ça s'appelle l'Albatros du poète, enfin non, c'est le titre que nous on a donné. Et donc, que se passait-il ? Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Donc ils capturaient en fait ces oiseaux, ils les avaient avec eux sur le bateau. Oui, et puis ils profitaient de leur excellente aptitude au vol, mais leur gaucherie, notamment due à leurs énormes ailes sur terre, pour un peu les malmener. Bah oui, c'était pas très gentil en fait. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que l'albatros, c'est un peu devenu le symbole du poète pour Baudelaire. Et voilà. C'est-à-dire un peu cet être exilé qui est toujours en train de courir, de créer, en étant au banc de la société, et qui est extrêmement mal à l'aise avec les autres humains. Et d'ailleurs, Baudelaire termine le poème ainsi. Le poète est semblable au prince des nuées, donc l'albatros, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Voilà, c'est une phrase qui fait partie des grandes citations de la littérature française, de la littérature, et notamment du romantisme du 19e siècle. Voilà, le poète est censé voir loin, mieux, voler, être par-dessus les autres humains. Et il est mal à l'aise dans la société contemporaine. Exactement, ouais. Et dans le monde anglo-saxon, il y a un autre poème qui est plus connu probablement que Baudelaire. C'est celui du romantique Samuel Taylor Coleridge, qui a été écrit entre 1797 et 1799, qui s'appelle La Complainte du vieux marin. Et en anglais, c'est The Rime of the Ancient Mariner. Je voulais savoir si tu avais déjà entendu parler de cette œuvre. Écoute, non. Alors, dans ce poème, on voit un albatros qui suit un navire. Et cette apparition de l'albatros est considérée comme un signe de chance. Le souci, c'est qu'on a un marin, donc le fameux vieux marin, qui va tirer sur l'albatros. Ça va créer une série de malédictions autour du navire. Ils vont être complètement assoiffés, ils vont avoir un manque d'eau. On a même le reste de l'équipage qui va mourir. La complainte, c'est en fait le vieux marin survivant qui raconte les malheurs qu'il a causés. Et avant de mourir, ce qu'ont fait le reste de l'équipage, c'est qu'ils ont attaché l'oiseau autour de son cou. Tu imagines le poids de l'albatros sur un seul humain. C'est censé représenter le poids des malheurs de la vie. Et du remords. Et du remords, bien sûr, le poids du remords, évidemment. Et ce que dit en fait la description de ce poème, c'est que pour pénitence, ce marin, il va être contraint de parcourir le monde entier, un peu comme un albatros, et de raconter son histoire. Et la morale de ce poème, c'est que on doit aimer chaque créature que Dieu fait. Si on interprète le texte, qui est quand même assez long, et donc il y a un message un petit peu antispéciste, on va dire, qui est teinté de religion, mais c'est un peu l'idée qu'il faut respecter la nature, surtout un oiseau aussi majestueux, aussi rare, et en plus qui est censé porter chance. Alors ce poème, comme je disais, il est très connu de la littérature ou de la culture en général. On a ce poème qui est évoqué dans plusieurs romans, notamment des romans qui parlent de voyage, et en particulier au niveau de l'Antarctique. Il est évoqué dans Frankenstein de Mary Shelley. Shelley était proche de Samuel Taylor Coleridge. Il est également évoqué dans le roman d'Edgar Allan Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym, et dans sa suite imaginée par Jules Verne, Le Sphinx des glaces. Et donc c'est des romans qui parlent évidemment d'expéditions au pôle, et en particulier en Antarctique, où il se passe plein de choses un peu inattendues et assez dangereuses dans ces milieux hostiles. On a aussi des références dans la pop culture. On a une chanson de Iron Maiden, le groupe de heavy metal britannique, qui s'appelle The Rime of the Ancient Mariner, donc le titre exact, qui est sorti en 1984. Et ce qui est intéressant, c'est que Iron Maiden s'inspire pas mal de la littérature. Il y a une de leurs chansons qui s'appelle aussi The Evil That Men Do, qui est une réplique de Marc-Antoine dans Jules César de Shakespeare.
On a une référence à ce poème dans L'Âge de glace 4, dans le 4e film de la série L'Âge de glace, que tu dois connaître quand même, j'imagine. Oui, je l'ai vu ça, oui. Eh ben, le paresseux Cid, qui est un des personnages principaux, à un moment, il va réciter 2 vers du poème parce qu'il est en quête désespérée d'eau. Donc ça rappelle un peu les marins qui sont assoiffés à cause de la malédiction provoquée par le marin qui a tué l'albatros. Voilà, donc, à part le poème de Baudelaire, on a un autre poème, donc là qui est plutôt lié à la culture anglo-saxonne, qui a l'albatros comme personnage principal et l'albatros malmené par des marins. Le capitaine Orville vous salue. Bienvenue à bord de l'Albatros. Veuillez attacher vos ceintures et ne pas fumer pendant le décollage. Détendez-vous et faites confiance au pilote. Alors Pierre, il faut savoir que j'adore les films Disney, j'ai beaucoup grandi avec. Oui, mais je comprends très bien cela. Hein. Surtout que dans les films Disney, il y a beaucoup d'animaux qui sont des personnages à part entière, qui parlent, qui sont extrêmement importants. Il y a certains films où c'est les seuls personnages, il n'y a pas d'humains. Ou il y a d'autres films où ils vont jouer un rôle prédominant par rapport aux humains. Et c'est le cas par exemple de Bernard et Bianca, qui est sorti en 77. Et je crois que c'est un des préférés de Marc d'ailleurs. Donc Bernard et Bianca, c'est de souris. Mais il y a aussi un personnage d'albatros qui s'appelle Orville, qui va les transporter jusqu'à leur destination pour qu'ils accomplissent leur mission, c'est-à-dire sauver une petite fille orpheline de la grande méchante principale du film. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils travaillent pour une société qui s'appelle Albatros Air, qui est une société de transport aérien. Et ce qui est génial aussi, c'est que en fait, le nom d'Orville, ça vient d'un des fondateurs de l'aviation qui s'appelait Orville Wright. Orville, le prénom alors. Orville est un prénom, effectivement. Voilà, les frères Wright, bien Exactement. sûr, qui ont vraiment démarré l'aviation dans les années 1910. Exactement. Est-ce que tu connais le nom de l'autre frère ? Non. Alors, il s'appelle Wilbur. Ah oui, d'accord. Et ce qui est génial, c'est que dans la suite, qui s'appelle Bernard et Bianca au pays des kangourous, qui est sortie en 90, Orville n'apparaît plus. Par contre, il a un frère qui s'appelle Wilbur, qu'on retrouve dans Bernard et Bianca la suite, donc au pays des kangourous. La raison, c'est que le doubleur de Orville, dans le film de 77, est mort avant la sortie de Bernard et Bianca au pays des kangourous. Donc il fallait une autre voix. Voilà, et donc pour qu'il y ait une cohérence, eh bien, ils ont décidé de créer le frère d'Orville en le nommant Wilbur comme Orville et Wilbur Wright. Nous sommes bien sur le vol direct pour l'Australie. Non, pas exactement, non. En fait, non, pas du tout. Vous avez une correspondance avec un Albatros 747. Vol direct. Vous me prenez pour qui ? Pour Charles Lindbergh ? Donc ça montre... L'Albatros nous mène loin. L'albatros nous emmène très loin, et puis à quel point il parcourt dans son milieu naturel des distances assez exceptionnelles, mais on va aussi très loin au niveau culturel. Voilà. Parfait Pierre, alors voilà ce qu'on pouvait dire sur l'albatros, je te retrouve très vite pour parler d'une nouvelle étymologie, d'ici là prends soin de toi, salut Pierre. Salut Marie-Juliette. I've seen things you people wouldn't believe. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Grand merci pour ton soutien, à bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.